c'est vous. La voix du chef Antoine Dubois déchira le vacarme contrôlé de la cuisine du chêne d'argent. Ce n'était pas un cri, mais un sifflement venimeux, plus tranchant que la lame d'un couteau. Le silence tomba, lourd comme une enclume. Chaque commis, chaque plongeur, chaque saucier se figea, devenant une statue de sel dans un drame qui n'était pas le leur. Les yeux d'Antoine, deux éclats de glace dans un visage rouge de fureur contenue, étaient fixés sur Adèle Diallo. Elle se tenait près de son poste de plonge, les mains encore humides, le dos droit. Une présence tranquille, une ombre laborieuse que le chef n'avait jamais vraiment vue, jusqu'à cet instant précis. Maintenant, il la voyait comme la source de tout son malheur. La cuillère qu'il tenait tremblait. Dessus, une goutte de la sauce bordelaise, son chef-d'œuvre, sa signature, ruinée, réduite en une amertume infâme. Le critique gastronomique Gautier, l'homme capable de faire ou défaire une carrière, attendait en salle. La panique, froide et métallique, griffait la gorge d'Antoine. Mais ce qui en sortit fut un torrent de mépris. Votre simple présence, elle pollue ma cuisine, elle souille ma création. Adèle ouvrit la bouche, peut-être pour se défendre, peut-être pour poser une question, mais le mot ne franchit jamais ses lèvres. Silence, la coupa-t-il, faisant un pas vers elle. Sa haute stature projetait une ombre menaçante sur elle. Je n'ai pas besoin des excuses d'une femme de ménage. Je sais ce que je vois. Depuis que vous êtes ici, tout part à la dérive. Cette négligence, cette lenteur, c'est contagieux. C'est dans votre nature. Chaque mot était une pierre. Chaque syllabe, un crachat. Il ne la voyait pas comme une employée, mais comme une contamination. Adèle ne baissa pas les yeux. Elle soutint son regard, et dans ses prunelles sombres, il n'y avait pas de peur, mais une insondable déception. Ses mains, hors de la vue du chef, se crispèrent sur les bords d'or de son tablier, le tissu devenant blanc sous la pression de ses doigts. La douleur dans ses articulations était une ancre dans la tempête de l'humiliation. Antoine, aveuglé par sa propre terreur de l'échec, prit ce calme pour de l'insolence. Il se tourna vers la brigade, le bras tendu vers Adèle dans un geste théâtral et cruel. « Regardez-la, l'erreur que j'ai commise en pensant que la charité avait sa place dans un temple de la gastronomie. L'erreur est maintenant corrigée. » Il se retourna vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. Dehors, le mot fut un coup de poing dans l'estomac collectif de la cuisine. Prenez vos affaires et partez. Votre place n'est pas ici. Elle ne l'a jamais été. Il attrapa un torchon propre sur le comptoir et le jeta à ses pieds, le geste ultime du rejet. Le linge blanc sur le sol carrelé ressemblait à un drapeau de reddition, mais Adèle ne se rendait pas. Elle absorbait l'injustice, la laissait couler en elle, non pas comme un poison, mais comme un carburant dont elle ne connaissait pas encore l'usage. La mâchoire serrée au point de lui faire mal, elle fit un seul pas en arrière, rompant le cercle de haine que le chef avait dessiné autour d'elle. La première fissure dans le grand chêne d'argent venait d'apparaître. Le torchon blanc gisait sur le sol, un linceul pour la carrière qu'Antoine venait d'exécuter. Il s'attendait à des larmes, à des supplications ou à une fuite honteuse. Il ne s'attendait pas à ce qu'Adèle l'ignore. Elle ne jeta pas un seul regard au linge souillé. Son corps, qui semblait si frêle sous l'uniforme, se redressa d'une manière imperceptible,
comme si une corde invisible la tirait vers le ciel. Elle se déplaça avec une lenteur calculée, un calme qui était en soi une forme de défi. Chaque pas sur le carrelage de la cuisine n'était pas une retraite, mais une procession. Le sifflement des ventilations semblait s'être arrêté. Seul le son de ses chaussures résonnait, un métronome marquant les derniers instants de sa présence. Elle traversa la cuisine, passant devant les rangées de ses collègues pétrifiés. Leurs yeux la suivaient, des regards volés remplis d'un mélange de pitié et d'une admiration naissante. Elle était leur peur incarnée, mais aussi leur courage secret. Elle atteignit le petit vestiaire au fond, ouvrit son casier métallique. Le clic de la serrure fut le seul son aigu dans le silence pesant. Avec des gestes mesurés, elle défit les nœuds de son tablier. Ce n'était pas la hâte d'une femme renvoyée, mais le rituel d'une prêtresse terminant son service. Elle plia le vêtement avec une précision presque mathématique, lissant les plis invisibles, honorant cet uniforme qui avait été le témoin de son labeur silencieux. Elle le déposa sur l'étagère. C'était un adieu, pas une capitulation. Puis, elle prit son sac à main usé, un objet humble qui semblait déplacé dans cet univers d'acier inoxydable et d'ambition brûlante. Elle le serra contre elle, non pas comme un bouclier, mais comme le seul morceau de son identité qui lui restait dans ce lieu. Le chemin du retour l'obligeait à repasser devant le chef. Antoine n'avait pas bougé, ses bras croisés, sa posture un mur d'arrogance, mais ses yeux trahissaient une fissure dans son assurance. Il ne comprenait pas. Cette absence de drame le dépossédait de sa victoire. Adèle s'arrêta juste devant lui. La brigade retint son souffle. L'air était si tendu qu'il semblait sur le point de se briser. Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois, il vit au-delà de la plongeuse. Il vit la femme, une femme dont la fatigue n'avait pas effacé la force. Sa voix, quand elle parla, était basse, sans une once de tremblement. Elle ne portait aucune haine, seulement le poids écrasant de la vérité. Un chef qui ne reconnaît pas ses propres erreurs ne peut pas reconnaître le vrai goût. La phrase flotta entre eux, simple, factuelle et dévastatrice. Elle ne l'avait pas attaqué personnellement. Elle avait attaqué son âme de cuisinier. Elle avait remis en question le fondement même de son art. Sans attendre de réponse, elle continua son chemin. Antoine resta figé, comme si la phrase l'avait cloué au sol. Il la regarda pousser la porte battante de la cuisine. La porte se referma derrière elle, avec un bruit sourd et final. Le silence qui suivit fut pire que tout le bruit d'avant. Antoine Dubois était seul au milieu de son royaume, mais il n'avait jamais semblé aussi peu roi. Il avait gagné la bataille, mais le calme digne d'Adèle venait de lui faire comprendre qu'il était peut-être en train de perdre la guerre contre lui-même. La porte s'est refermée. Le fantôme d'Adèle avait quitté la pièce, mais son silence pesait plus lourd que n'importe quel cri. La colère d'Antoine, privé de sa cible, se chercha un nouvel exutoire. Tel un animal en cage, il se retourna brusquement vers le poste de Saussier, l'épicentre du désastre. Ses yeux se posèrent sur le jeune commis, un garçon d'à peine 20 ans, pâle et tremblant comme une feuille. « Vous !» aboya Antoine, sa voix un grondement sourd. « Qu'est-ce que vous avez fait? Parlez !» Le jeune homme sursauta, les larmes au bord des yeux. Ses mains moites laissèrent échapper une louche qui tomba avec un fracas métallique, brisant le silence surnaturel.
Chef, je ne sais pas. Le feu, balbutia-t-il, les mots se bousculant dans sa gorge nouée. La plaque, elle répond mal depuis hier, elle chauffe trop fort. Je me suis retourné une seconde et... Le feu, ce mot, le même mot qu'Adèle avait prononcé. L'erreur est dans le feu. La réalisation frappa Antoine, non pas comme une douce épiphanie, mais comme un coup de poing invisible en pleine poitrine. L'air lui manqua. Ce n'était pas elle, ce n'était jamais elle. C'était une plaque de cuisson défaillante et l'incompétence d'un apprenti terrifié. C'était sa propre cécité. Il, le grand chef du bois, le maestro des saveurs, avait posé un diagnostic erroné, motivé non pas par la logique culinaire, mais par une frustration primaire et un préjugé latent. Et il avait sacrifié une innocente sur l'autel de son ego fragile. La honte l'envahit, chaude et suffocante, un reflux acide qui était bien pire que le goût de la sauce brûlée. Il regarda le visage terrifié du commis, mais tout ce qu'il pouvait voir était le regard calme et déçu d'Adèle. Son propre regard, maintenant vidé de sa fureur, erra sur le sol de la cuisine. Il balaya les carreaux, comme pour y chercher une réponse, une absolution. Ses yeux passèrent sur le torchon blanc, ce symbole de son injustice, et s'arrêtèrent sur un petit objet sombre juste à côté, un objet qui n'aurait jamais dû se trouver là. Machinalement, il fit quelques pas et se pencha. Le geste était raide, inhabituel. Un roi se penchant pour ramasser une miette. Ses doigts se refermèrent sur l'objet. Ce n'était pas un débris de cuisine. C'était du bois, lisse et chaud au contact de sa peau, malgré la fraîcheur du sol. Il se redressa et ouvrit la main. Dans sa paume reposait un petit oiseau sculpté dans un bois sombre, presque noir. L'œuvre était d'une finesse incroyable. Chaque plume semblait avoir été ciselée avec une patience infinie. L'oiseau n'était pas figé. Il semblait prêt à prendre son envol. C'était un fragment d'une autre vie, un morceau d'art humble et silencieux au milieu de son arène de violence et de perfectionnisme. C'était à elle, il le savait. Sans un mot, sous le regard confus de sa brigade, il glissa l'oiseau de bois dans la poche de sa veste de chef. L'objet pesait lourd contre sa poitrine, comme une ancre. Le regret n'était plus une simple pensée, c'était devenu un poids tangible, un secret. Antoine Dubois se tenait au milieu de sa cuisine acclamée, le ventre noué par la honte, un oiseau de bois mystérieux dans sa poche. Le service n'était pas terminé, mais sa nuit, elle, ne faisait que commencer. Une nuit qui serait tentée par le fantôme d'une femme digne et par un puzzle dont il tenait, sans le savoir, la première pièce. La nuit fut une agonie. Chaque plat renvoyé en salle par Antoine était techniquement parfait, mais son cœur n'y était plus. Le critique Gaultier partit en laissant derrière lui un compliment poli qui sonnait comme une insulte. Une technique impeccable, mais où est l'âme? Chaque mot était un écho de la phrase d'Adèle. L'âme de sa cuisine venait de quitter le bâtiment. Le lendemain matin, pour la première fois en 15 ans, le chef Antoine Dubois n'ouvrit pas son restaurant. Il laissa un message vocal laconique à son second, enfila des vêtements qu'il n'avait pas portés depuis une éternité, un simple jean, un pull en laine, et quitta son appartement cossu du 6e arrondissement. Dans sa poche, l'oiseau de bois était un poids constant,
un rappel de sa mission. Il commença sa quête, une quête qui était aussi une pénitence. Il se rendit dans le 18e arrondissement, un Paris qu'il ne connaissait qu'à travers la vitre de sa voiture. Ici, la ville n'avait pas l'odeur du luxe, mais celle des épices grillées, du poisson frit et de l'encens. Il se sentait comme un explorateur maladroit sur une terre étrangère. Il ne connaissait même pas le nom de famille d'Adèle. Sa première tentative fut dans une boutique de tissus wax colorés. Il décrivit Adèle, une femme, la quarantaine, grande, digne, elle travaillait pour moi. La propriétaire, une matrone imposante, le toisa avec une méfiance glaciale. Des femmes dignes, monsieur, il n'y a que ça ici. Soyez plus précis. Il repartit, le visage brûlant de honte. Il erra, de plus en plus désespéré. Il montra une photo de son équipe, prise à Noël, où Adèle apparaissait floue en arrière-plan. Personne ne la reconnut. Chaque visage fermé, chaque haussement d'épaule était un rappel de l'abîme qui le séparait de son monde. Il était invisible ici, tout comme elle avait été invisible dans sa cuisine. Le chasseur de saveurs, l'homme capable d'identifier une épice rare à l'aveugle, était incapable de trouver une femme dans sa propre ville. Épuisé, il s'assit à la terrasse d'un petit café. L'arôme du café tout bas, fort et épiceux, lui emplit les narines. C'était une odeur inconnue, complexe. Il sortit l'oiseau de sa poche. Il le fit tourner entre ses doigts. La sculpture était parfaite. L'artisan qui avait fait cela connaissait son métier. Il connaissait le bois, il en comprenait l'âme. Tout comme Adèle avait compris l'âme de sa sauce brûlée. Soudain, une idée. Il ne cherchait pas une femme de ménage. Il cherchait une artiste. Il se leva, une nouvelle détermination dans le regard. Il ne demanda plus après une femme qui fait la plonge. Il se mit à chercher l'origine de l'oiseau. Il cherchait la source du talent, pas la victime de son injustice. Pendant qu'Antoine se perdait dans les rues de Paris, Adèle, elle, s'était retrouvée. Elle n'était pas chez elle à pleurer sur son sort. Elle était là où elle devait être, dans la cuisine vibrante et bruyante d'un foyer pour femmes immigrées, Teranga. Ici, il n'y avait pas de brigade silencieuse et terrifiée, mais une sororité de femmes qui riaient, chantaient et parlaient fort en découpant les légumes. La cuisine était modeste, les équipements usés, mais elle était vivante. Une chaleur humaine irradiait des marmites géantes. Une chaleur qu'aucun fourneau dernier cri du chêne d'argent ne pourrait jamais produire. Et au centre de ce tourbillon de vie se tenait Adèle. Elle n'était pas une simple cuisinière, elle était une matriarche. Elle montrait à une jeune femme comment piler le piment sans se brûler les doigts. Elle conseillait une autre sur la juste quantité de beurre de karité à ajouter au mafé. Sa voix était douce, mais ses instructions étaient précises. Chaque geste était empreint d'une connaissance transmise de génération en génération. C'était une chorégraphie de la survie et de la transmission. Elle cuisinait avec une joie et une liberté qu'Antoine n'avait jamais vue sur son visage. Le parfum qui s'élevait des casseroles était complexe, envoûtant. Ce n'était pas la senteur codifiée de la haute gastronomie française, mais l'odeur riche de la terre, du partage et de l'histoire. C'était l'odeur du foyer. Une jeune femme, voyant Adèle pensive un instant, lui demanda « Tout va bien, Adèle? Tu penses à ton travail ?» Adèle tourna vers elle un sourire serein.
sans aucune trace d'amertume. Non, ma chérie, je suis à mon travail. Dans cet instant, la vérité était claire. Son travail aux chaînes d'argent n'était qu'un emploi, un moyen de subsistance. Ici, à Teranga, c'était sa vocation. Elle ne nourrissait pas seulement les corps, elle soignait les âmes, y compris la sienne. Elle redonnait de la dignité à des femmes qui, comme elle, avaient été rabaissées. Le pouvoir d'Adèle ne résidait pas dans sa capacité à obéir dans une cuisine étoilée, mais dans sa capacité à créer une communauté autour d'un plat. Elle prit une louche, goûta le bouillon et ferma les yeux, non pas pour analyser, mais pour ressentir. C'était ça, le vrai goût, le goût de la résilience, le goût de la liberté. Antoine cherchait une femme qu'il avait brisée, sans se douter qu'il trouverait une reine dans son propre royaume. C'est finalement le parfum qui guida Antoine, l'arôme puissant et complexe du mafé qui s'échappait d'une porte ouverte au bout d'une petite cour. Il suivit l'odeur comme un animal affamé et arriva devant le foyer Teranga. À travers la fenêtre embuée, il la vit. Adèle, riant avec d'autres femmes, le visage illuminé par la vapeur des marmites. Elle était radieuse. La vision le cloua sur place. L'homme habitué à donner des ordres se sentit soudain petit et gauche. Il prit une profonde inspiration et poussa la porte. Le bruit et les odeurs l'assaillirent. Toutes les conversations s'arrêtèrent. Tous les yeux se tournèrent vers cet homme blanc, visiblement mal à l'aise, qui ne ressemblait à aucun de leurs visiteurs habituels. Le silence se fit, et dans ce silence, Adèle se retourna. Leurs regards se croisèrent, son sourire s'effaça, remplacé par une expression de surprise, mais sans hostilité. Il s'avança, chaque pas lui coûtant un effort surhumain. Il s'arrêta devant elle. « Adèle !» Sa voix était rauque. « Je suis désolé. » Les mots étaient simples, nus, dépouillés de toute l'arrogance qui le caractérisait. Ce que j'ai fait était impardonnable. Il n'y a aucune excuse. J'ai eu tort. Adèle le regarda longuement, scrutant son visage. Elle ne cherchait pas le remords, mais la sincérité. Les femmes autour d'elle formaient un cercle de protection silencieux. « Le pardon ne se donne pas avec des mots, chef, » dit-elle finalement, sa voix toujours aussi calme. « Il se prouve avec des actes. » Elle fit un geste vers une table où plusieurs femmes étaient assises. « Asseyez-vous, mangez avec nous, apprenez nos noms, pas seulement le mien, celui de chacune d'entre nous. » C'était une invitation, mais c'était surtout un test, un défi lancé à son monde de hiérarchie et d'anonymat. Antoine, le grand chef du bois, déglutit et hocha la tête, avec plaisir. Pendant le repas, il écouta. Pour la première fois de sa vie, il écouta vraiment. Plus tard, alors que l'endroit se vidait, il sortit l'oiseau de bois de sa poche et le lui tendit. « Vous aviez laissé tomber ceci. » Elle le prit, ses doigts effleurant les siens. Un frisson inattendu le parcourut. Adèle examina l'objet sous la lumière crue de la cuisine. C'est alors qu'elle le vit, un détail qui lui avait toujours échappé. Gravé sous l'aile, si finement qu'il était presque invisible, se trouvait un symbole, une fleur de lys entrelacée avec une gousse de baobab. « Je n'avais jamais vu ça, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Antoine se pencha. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je ne sais pas, » répondit Adèle,
le front plissé par la concentration. Mais mon père disait toujours que chaque secret a sa propre serrure. L'oiseau de bois n'était plus seulement un souvenir. C'était devenu une clé. La porte de l'injustice venait de se refermer, mais une autre, bien plus ancienne et mystérieuse, venait de s'entr'ouvrir. Le retour d'Adèle aux chaînes d'argent fut un tremblement de terre silencieux. Elle n'était plus la plongeuse anonyme. Elle était Adèle. Le chef l'avait personnellement ramenée et avait décrété une nouvelle règle. Ici, tout le monde a un nom. Utilisez-le. L'ambiance dans la brigade changea. La peur laissa place à une curiosité respectueuse. Seul un homme observait ce changement avec un sourire indéchiffrable. Laurent, le directeur du restaurant. Un homme élégant, au charme facile. Le partenaire financier qui avait permis à Antoine de réaliser son rêve. Il accueillit Adèle avec une chaleur affectée. « Adèle, quel bonheur de vous revoir parmi nous. Le chef était inconsolable. Vous nous avez manqué. » Ses mots étaient du miel, mais son regard était froid. Adèle sentit un malaise qu'elle ne parvenait pas à définir. Les jours suivants, Laurent multiplia les petites piques, les micro-agressions déguisées en plaisanteries. Un jour, alors qu'Adèle préparait un simple repas pour le personnel, utilisant des épices qu'elle avait apportées, Laurent passa derrière elle. « Attention, Adèle », dit-il avec un clin d'œil complice à un autre cuisinier. « N'allez pas nous transformer notre gastronomie française en cuisine de sorcière. » Le cuisinier rit nerveusement. Adèle ne répondit pas, mais elle sentit le venin dans la fausse plaisanterie. Une autre fois, une commande de truffes noires de première qualité disparut. Laurent mena une enquête rapide et suggéra, avec une fausse hésitation, que la nouvelle politique de portes ouvertes du chef avait peut-être des conséquences. Il ne nomma personne, mais tous les regards se tournèrent un instant vers les employés les plus modestes, y compris Adèle. L'incident créa une fissure dans la nouvelle confiance de l'équipe. Antoine défendit son personnel avec véhémence, mais le poison du doute avait été instillé. Adèle observait, elle voyait la façon dont Laurent parlait à Antoine, le flattant, le manipulant avec une habileté consommée. Elle voyait son ambition dans ses yeux chaque fois qu'il regardait la salle comble. Laurent n'était pas un partenaire, c'était un prédateur qui attendait son heure. Il considérait le changement d'Antoine non pas comme une évolution, mais comme une faiblesse à exploiter. Le soir, Adèle confia ses craintes à Antoine, qui était en train d'examiner le symbole de l'oiseau de bois avec elle. « Laurent, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. » Antoine, encore aveuglé par des années d'amitié et de partenariat, la défendit. « Laurent, il est un peu cynique, mais il est inoffensif. Il m'a tout donné. » « Parfois, » répondit doucement Adèle, son doigt traçant le contour de la gousse de baobab sur le bois. « Ceux qui donnent le plus sont ceux qui prévoient de prendre le plus en retour. » La méfiance d'Adèle était née. Un nouvel adversaire, bien plus dangereux que la colère impulsive d'Antoine, venait de révéler les contours de son ombre. Le mystère du symbole gravé sur l'oiseau devint une obsession partagée. C'était leur projet secret, une quête qui se déroulait dans le silence du bureau d'Antoine après le dernier service, lorsque le restaurant était rendu à la nuit. La dynamique entre eux avait changé. Ils n'étaient plus chef et employé, mais deux détectives unis par une énigme.
Antoine, avec ses ressources, attaqua le problème de front. Il passa des heures dans sa bibliothèque personnelle, un sanctuaire de volumes anciens sur l'histoire de la cuisine française. Il feuilleta des grimoires oubliés, des registres de guildes, cherchant la fleur de lys entrelacée. Il appela de vieux mentors, des historiens, des collectionneurs. Chaque appel se soldait par un échec. Le symbole était inconnu. Adèle, elle, abordait le mystère par un autre chemin, celui de l'intuition et de la mémoire. Elle fermait les yeux, tenant l'oiseau dans ses mains, essayant de se souvenir des histoires de son père. La gousse de baobab était un symbole de force et de communauté au Sénégal, mais son association avec le lys français était inédite. Mon père n'était pas un homme qui mélangeait les choses au hasard, dit-elle un soir, alors qu'Antoine refermait un énième livre avec frustration. Chaque ingrédient dans son plat avait une raison d'être. Ce symbole doit raconter une histoire. Ce n'est pas une décoration. Cette simple phrase changea leur perspective. Ils ne cherchaient plus un logo, mais une histoire de rencontre. L'idée vint à Antoine au milieu de la nuit. Son propre père, Auguste Dubois, était un collectionneur compulsif. Il gardait tout. Peut-être que la réponse n'était pas dans les livres d'histoire, mais dans leur propre histoire. Le lendemain, ils montèrent au grenier de la vieille bâtisse du restaurant, un lieu poussiéreux rempli des fantômes du passé, des caisses de factures, de vieux menus, des photos jaunies. Et dans un coin, une malle en bois massif portant les initiales AD. Ils l'ouvrirent. L'odeur du papier ancien et du temps révolu les saisit. À l'intérieur, des carnets de cuisine, des médailles et un paquet de lettres ficelées par un ruban de soie décoloré. Antoine prit le paquet. Ses mains tremblaient légèrement. Les lettres n'étaient pas adressées à des chefs français ou à des fournisseurs. L'encre sur la première enveloppe était claire, bien que légèrement effacée par les années. L'expéditeur était un certain Mamadou Diallo, Dakar, Sénégal. Adèle eut un hoquet. C'était le nom de son père. Antoine la regarda, les yeux écarquillés. Le puzzle n'était plus un simple mystère historique. Il était devenu personnel, intime. Ils tenaient entre leurs mains la conversation silencieuse de leurs deux pères. Le bureau d'Antoine devint une salle de lecture sacrée. Avec des mains presque tremblantes, ils délièrent le ruban. Les lettres étaient écrites dans un français élégant, la calligraphie d'Auguste, le père d'Antoine, nette et précise, celle de Mamadou, le père d'Adèle, plus ronde et passionnée. C'était une correspondance qui s'étendait sur près d'une décennie. Ils commencèrent à lire, d'abord en silence, puis à voix haute, comme pour donner vie à ces fantômes. Ce qu'ils découvrirent dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Ce n'était pas une simple relation professionnelle, c'était une amitié profonde, un respect mutuel entre deux maîtres de leur art, séparés par des milliers de kilomètres. Ils parlaient de leur famille, de leurs doutes, de leurs rêves, et surtout, ils parlaient de cuisine. Auguste décrivait la rigueur de la technique française, la chimie des sauces. Mamadou répondait avec la poésie des épices africaines, l'histoire contenue dans une graine de cani, la puissance d'une marinade au tamarin. Puis, ils tombèrent sur la lettre cruciale. Auguste y décrivait son blocage créatif
sur une nouvelle sauce pour accompagner le bœuf. Mamadou lui répondit sur plusieurs pages, suggérant non pas des ingrédients, mais une philosophie. Il parla de la note fumée, obtenue en faisant légèrement brûler des herbes, un secret de sa grand-mère pour donner de la profondeur à un plat. Il parla d'une touche d'acidité inattendue, celle de l'hibiscus séché, pour réveiller la richesse du vin rouge. Antoine devint livide. Il se leva et alla chercher son propre carnet de recettes, celui hérité de son père. Il le posa à côté de la lettre. La recette de sa fameuse sauce bordelaise, la recette qui avait fait sa fortune et sa réputation, était là, écrite de la main de son père. Et elle suivait, point par point, la philosophie et les suggestions de Mamadou Diallo. Son chef-d'œuvre n'était pas l'œuvre d'un seul homme. C'était un dialogue, un métissage, un secret bien gardé. Mais la dernière lettre du paquet fut la plus terrible. C'était une lettre d'Auguste, non envoyée, datant de la fin de sa vie. Il y confessait son plus grand regret, ne jamais avoir publiquement reconnu son ami Mamadou comme co-créateur de sa recette signature. Il écrivait « Mon neveu Laurent me presse de garder ce secret pour préserver l'héritage purement français du restaurant. Il dit que le monde n'est pas prêt, mais je crois que c'est lui qui n'est pas prêt à partager la gloire. Sa jalousie m'effraie. » La vérité explosa dans la pièce silencieuse, soufflant les fondations de l'identité d'Antoine. Son héritage était un mensonge. Son succès était construit sur une moitié d'histoire. Et Laurent, son partenaire, son ami, n'était pas un protecteur, mais le gardien d'une trahison. La vérité avait un goût de cendre. Adèle, cependant, ne ressentait pas de colère, mais une étrange forme de paix. Le talent de son père, longtemps une légende familiale, était enfin prouvé. Poussée par une force nouvelle, elle décida qu'elle devait affronter Laurent elle-même, avant même d'en parler à Antoine, qui était encore sous le choc. Elle voulait voir la tromperie dans ses yeux. Le lendemain, elle se rendit au bureau de Laurent. Il était au téléphone, concluant un accord avec un ton mielleux. En la voyant, il termina rapidement l'appel, son visage s'ornant de son habituel sourire de façade. « Adè, quelle charmante surprise! Que puis-je faire pour vous ?» Adèle ferma la porte derrière elle. Elle posa l'oiseau de bois sur son bureau en acajou. Cet oiseau appartenait à mon père, Mamadou Diallo. Ce nom vous dit quelque chose, Laurent. Le sourire de Laurent vacilla une fraction de seconde, mais il se reprit aussitôt. Je crains que non. Devrais-je... Vous devriez, dit Adèle, sa voix calme tranchant avec la tension dans la pièce. Tout comme vous devriez connaître le nom d'Auguste Dubois. Vous étiez son neveu, n'est-ce pas? Le gardien de ses secrets. Le masque de Laurent tomba, son visage se durcit, ses yeux devinrent deux fentes froides. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous feriez mieux de retourner à votre plonge avant de dire des bêtises que vous pourriez regretter. Le regret, répondit Adèle, est pour ceux qui cachent de la vérité, pas pour ceux qui la révèlent. Nous avons lu les lettres, Laurent. Toutes les lettres. La panique traversa le regard de Laurent. Il se leva, faisant le tour de son bureau, tel un loup en cage. Son plan, des décennies de ressentiment et de manipulation, était en train de s'effondrer à cause d'une femme qu'il avait toujours considérée comme insignifiante. Il était sur le point de conclure la vente du restaurant à des investisseurs, une vente basée sur le prestige
et les recettes secrètes qu'il allait enfin posséder après avoir ruiné Antoine. Adèle était la seule chose qui se dressait sur son chemin. Il changea de tactique, sa voix devenant faussement conciliante. « Écoutez, Adèle, vous avez trouvé de vieilles lettres. C'est touchant, mais ce sont de vieilles histoires. Parlons-en. J'ai justement besoin de vérifier un stock dans la chambre froide. Venez avec moi, nous serons plus tranquilles. » Adèle hésita, son instinct lui hurlant de refuser. Mais une partie d'elle voulait voir jusqu'où il irait. Elle le suivit dans les couloirs menant aux cuisines. Il ouvrit la lourde porte de la chambre froide. L'air glacial en sortit comme un souffle de mort. « Après vous, » dit-il. Dès qu'elle eut franchi le seuil, il la poussa violemment à l'intérieur et claqua la porte. Le bruit du lourd verrou qui se refermait de l'extérieur résonna dans le froid. Adèle se retourna et martela la porte métallique. Elle était prise au piège. Le froid n'était plus une métaphore. C'était une arme, et Laurent venait de la tourner contre elle. Antoine sortit de sa torpeur. La honte avait laissé place à une fureur froide et déterminée. Il devait parler à Adèle, élaborer un plan. Il la chercha dans les cuisines, mais personne ne l'avait vue depuis qu'elle était montée au bureau de Laurent. Une alarme stridente retentit dans son esprit. Il se précipita vers le bureau. La porte était ouverte. La pièce était vide. Mais l'oiseau de bois était toujours sur le bureau, comme un avertissement silencieux. Antoine comprit. Laurent savait. Il courut dans les couloirs, son cœur battant à tout rompre. Ses années d'expérience dans une cuisine lui avaient appris à reconnaître le danger. Il arriva devant la chambre froide. Il tenta d'ouvrir la porte, verrouillée, de l'extérieur. Une pratique interdite, une violation de toutes les règles de sécurité. « Adèle !» cria-t-il, sa voix étouffée par l'épaisseur de la porte. Un faible bruit de coups lui répondit de l'intérieur. La panique le saisit. « Au secours! Appelez la sécurité! La porte est bloquée !» hurla-t-il à la ronde, pendant que le personnel s'affairait avec des outils pour tenter de forcer la serrure. Antoine fut envahi par une certitude glaciale. Il ne suffisait pas de la sauver. Il devait l'anéantir. Poussé par une adrénaline pure, il retourna en courant au bureau de Laurent. Il ne cherchait plus. Il détruisait. Il balaya les dossiers du bureau. Il força les tiroirs. Et dans le dernier, sous un faux fond, il le trouva. Le contrat. Un accord de vente préliminaire du chêne d'argent à un groupe d'investissement concurrent conditionné à une baisse de la réputation du restaurant. À côté, une clé USB. Il l'inséra dans l'ordinateur de Laurent. Dessus, des copies des lettres, des enregistrements audio, du vieil Auguste sur son lit de mort, et des emails entre Laurent et les investisseurs, détaillant son plan pour saboter la cuisine, pousser Antoine à la faute et faire chuter la valeur de l'établissement. C'était la preuve finale, l'arsenal complet de sa trahison. Au même moment, des cris retentirent dans le couloir. La porte de la chambre froide avait cédé. Antoine se précipita pour arriver juste au moment où l'on sortait Adèle. Elle était bleue de froid, tremblante mais consciente. Leurs yeux se croisèrent. Dans son regard à elle, aucune peur, seulement de la détermination. Dans le sien à lui, la promesse d'une justice implacable. Il serra la clé USB dans sa main. Il avait l'arme. Le bourreau allait devenir le justicier. Ce soir-là, le chêne d'argent
accueillait le prestigieux gala annuel de la Toque d'Or. La salle était un parterre de journalistes, de critiques et de grands noms de la gastronomie. Laurent, ignorant tout de ce qui s'était passé, était au sommet de sa gloire. Il se tenait sur l'estrade, un verre de champagne à la main, prononçant un discours sur l'excellence et la tradition. Il était le maître de cérémonie de son propre triomphe, imminent. C'est à ce moment qu'Antoine apparut au fond de la salle. Il ne portait pas sa veste de chef immaculée, mais une simple chemise. À ses côtés, Adèle, enveloppée dans un châle élégant qui dissimulait mal son état de fatigue, mais dont la posture était plus droite que jamais. Ils s'avancèrent dans l'allée centrale. Un murmure parcourut l'assemblée. Laurent s'interrompit, son sourire se figea. « Antoine, quelle entrée remarquée! Nous t'attendions. » Antoine ne répondit pas. Il monta sur l'estrade, prit un micro et regarda la foule. « Mesdames et messieurs, pardonnez cette interruption. Ce soir, nous parlons de tradition et d'héritage. Laissez-moi donc vous raconter la véritable histoire de ce restaurant. » Sa voix, calme et puissante, emplit la salle. Il ne cria pas, il raconta. Il raconta l'histoire d'une amitié entre un chef parisien et un cuisinier de Dakar. Il raconta la naissance d'une recette née de l'union de deux cultures. Il confessa publiquement que le plat signature qui avait fait sa gloire était le fruit d'un génie partagé. Puis, il se tourna vers Laurent. « Certains héritages sont basés sur le partage, d'autres sur le mensonge et la trahison. » Sur l'écran géant derrière la scène, qui devait diffuser des images du restaurant, apparut le contenu de la clé USB, les emails, les clauses du contrat, et enfin, la voix enregistrée du vieil Auguste Dubois, faible mais claire, parlant de son ami Mamadou et de la jalousie de son neveu Laurent. La salle fut saisie d'un silence de mort. Laurent, livide, était piégé sous les projecteurs. Il tenta de balbutier une excuse, un démenti, mais la voix de son oncle, venu d'outre-tombe, était un verdict sans appel. Antoine posa une main sur l'épaule d'Adèle. « Voici Adèle Diallo, fille de Mamadou Diallo, la véritable héritière de la moitié de l'âme de cette cuisine. Et voici l'homme, dit-il en désignant Laurent, qui a essayé de détruire un héritage qu'il n'a jamais compris et qui a failli tuer cette femme pour protéger son mensonge. » Le lynchage médiatique fut instantané. Les flashs crépitèrent, les questions fusèrent. Le grand drame de la gastronomie parisienne venait d'atteindre son apogée, non pas dans une assiette, mais dans la mise à nu brutale de la vérité. Le gala se transforma en chaos. Mais c'était un chaos purificateur. Au milieu des exclamations et des journalistes qui se ruaient sur l'estrade, deux policiers en civil, alertés discrètement par le chef de la sécurité du restaurant avant la révélation d'Antoine, s'approchèrent de Laurent. Il ne tenta même pas de fuir. Il resta là, figé, son visage passant de la rage à une résignation vide. La chute avait été totale, publique et sans appel. Tandis qu'on lui passait les menottes avec discrétion, son regard croisa celui d'Adèle. Il y chercha peut-être une trace de triomphe, mais il ne trouva que le calme d'une longue histoire arrivée à son terme. Il n'y avait pas de haine dans les yeux d'Adèle, seulement la fin de la peur. La scène était surréaliste. Les grands noms de la cuisine, habitués au drame feutré des guides gastronomiques, assistaient en direct à une véritable exécution professionnelle
et morale. La sortie de Laurent, encadrée par les policiers, fut la dernière image d'une époque révolue. Pour Adèle, le tumulte environnant semblait lointain. Le froid de la chambre froide avait quitté ses os, remplacé par une chaleur nouvelle. La justice n'était pas une vengeance, c'était un rééquilibrage. C'était la reconnaissance du nom de son père, murmuré dans une salle remplie des personnes les plus influentes de leur monde. C'était la fin d'un mensonge qui avait duré plus longtemps que sa propre vie. Antoine se tenait à ses côtés, non pas comme un sauveur, mais comme un allié. Il avait orchestré la révélation, mais il savait que c'était que le courage et la dignité d'Adèle qui leur avaient montré le chemin. Les caméras se tournèrent vers eux, mais il leva la main. « L'histoire de ce soir n'est pas la mienne, » dit-il, sa voix portant sur la foule qui se taisait. C'est l'histoire de la famille Diallo, une histoire qui attendait d'être racontée. La justice avait été rendue, les fondations du chêne d'argent avaient été rasées, mais sur ces ruines, quelque chose de nouveau, de plus honnête, pouvait enfin commencer à pousser. Quelques semaines plus tard, la poussière du scandale était retombée, laissant place à une curiosité intense. Que deviendrait le chêne d'argent, ce temple de la gastronomie désormais célèbre pour son histoire cachée? Antoine convoqua une conférence de presse. La salle était comble. Il monta sur le podium, non pas seul, mais avec Adèle à ses côtés. Elle ne se tenait pas en retrait, mais sur la même ligne que lui. Elle portait une robe élégante aux motifs africains, un choix délibéré et puissant. « Merci d'être venu, » commença Antoine. « Beaucoup de choses ont été dites sur ce restaurant ces dernières semaines. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler du passé, mais pour vous présenter l'avenir. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « J'ai passé ma vie à construire un nom, le nom Dubois. Je réalise aujourd'hui que ce nom est incomplet. Il lui manque sa moitié. » Un assistant dévoila un nouveau logo sur l'écran derrière eux. Les deux noms s'y entremêlaient, tout comme le lys et la gousse de baobab du symbole. Je vous présente Diallo N. Dubois. Un murmure d'approbation et de surprise parcourut la salle, mais Antoine n'avait pas terminé. Un nom ne suffit pas à réparer une injustice. Un héritage ne se résume pas à une recette. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui la création de la Fondation Mamadou Diallo. Cette fondation offrira des bourses d'excellence à de jeunes talents culinaires issus des communautés immigrées de France. Nous voulons donner une chance à ceux dont les histoires et les saveurs sont trop souvent ignorées. Il se tourna vers Adèle. La direction de cette fondation sera assurée par Madame Adèle Diallo. Adèle s'avança vers le micro. Sa voix était assurée. Mon père croyait que la cuisine était un pont entre les peuples. Pendant des années, ce pont a été caché. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de le reconstruire. Nous en bâtissons des centaines d'autres. L'acte de rédemption était complet. Ce n'était pas seulement une excuse, c'était une transformation. Antoine ne cherchait pas à effacer son erreur, mais à l'utiliser comme fondation pour bâtir quelque chose de plus grand et de plus juste. Le restaurant n'était plus seulement un lieu où l'on mangeait, c'était devenu un symbole d'espoir et de reconnaissance. 6 mois plus tard, la salle du restaurant Diallo & Dubois est pleine.
l'atmosphère est différente, moins de tension révérencieuse, plus de chaleur et de joie de vivre. La clientèle est plus diverse. Le menu est une conversation audacieuse entre Paris et Dakar. En cuisine, la transformation est encore plus spectaculaire. La brigade est un kaléidoscope de visages et d'origines. Les ordres ne sont plus aboyés, mais échangés dans un esprit de collaboration. On entend autant le français que le wolof ou l'arabe. Antoine n'est plus le tyran solitaire. Il est un mentor. Il goûte une sauce préparée par un jeune chef marocain, discute avec un autre d'une technique de fumage apprise d'Adèle. Il sourit plus. Adèle, elle, n'est pas en cuisine tous les soirs. Elle partage son temps entre le restaurant et la fondation, qui a déjà accueilli sa première promotion d'étudiants. Mais ce soir, elle est là, en veste de chef. Elle et Antoine se tiennent devant le passe, inspectant un nouveau plat, leur première création commune. C'est une pièce de bœuf cuite à la perfection selon la technique française, mais reposant sur un lit de purée d'atiéké et nappée d'une sauce où le vin rouge danse avec le jus de bissap. « Il manque quelque chose », dit Antoine en goûtant. Adèle sourit, prend une pincée d'un mélange d'épices secret et la saupoudre sur le plat. Et c'est maintenant. Il goûte à nouveau. Ses yeux s'illuminent. C'est ça, c'est l'âme. Ils se regardent. Ce n'est pas un regard d'amour romantique, mais quelque chose de peut-être plus profond. Un regard de respect absolu, de partenariat, de famille reconstruite. La nouvelle famille est tout autour d'eux, dans cette cuisine bruyante et heureuse. La caméra s'éloigne lentement, passant au-dessus des tables animées, sortant du restaurant. Sur la porte d'entrée, une nouvelle plaque vient d'être posée à côté du nom du restaurant, les 3 étoiles du guide Michelin. Mais cette victoire semble presque secondaire. En voix off, on entend la voix d'Adèle, comme si elle s'adressait aux étudiants de sa fondation. Ne laissez jamais personne vous dire que votre histoire n'a pas d'importance. En cuisine, comme dans la vie, chaque ingrédient, même le plus humble, a le pouvoir de transformer un plat. Chaque voix, même la plus silencieuse, a le droit de raconter son histoire. Le vrai goût n'est pas dans la perfection technique, il est dans la vérité. L'image finale est celle de la plaque Diallo Anne Dubois, brillant sous les lumières de Paris, un pont entre 2 mondes, enfin révélé. Voilà, l'histoire d'Adèle et Antoine touche à sa fin. C'est un récit qui nous rappelle une vérité simple mais profonde. Le vrai talent, la véritable valeur, se cache souvent là où on ne les attend pas, dans le silence des cuisines, dans les gestes humbles des personnes que le monde a choisi d'ignorer. C'est une histoire qui nous enseigne que la dignité est une force silencieuse qui peut renverser les empires construits sur l'arrogance et que la rédemption la plus sincère ne se trouve pas dans les excuses, mais dans les actes qui construisent un avenir plus juste. Au fond, Diallo Anne Dubois n'est pas seulement l'histoire d'un restaurant, c'est celle de la reconnaissance, du respect et des ponts que l'on peut bâtir entre les mondes quand on prend le temps de regarder au-delà des apparences. Et vous, cette histoire a-t-elle résonné en vous? Avez-vous déjà été témoin d'un talent caché, d'une personne sous-estimée qui a finalement révélé son incroyable valeur? Ou peut-être avez-vous votre propre histoire de résilience, un moment où votre savoir-faire ou votre dignité
a été votre meilleure réponse face à l'injustice? Partagez vos réflexions et vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Votre voix est importante et nous sommes convaincus que les expériences les plus puissantes méritent d'être partagées. Cet espace est le vôtre. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidélité. Nous avons hâte de vous lire. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.